Euh, Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo où je lis des livres. Euh, enfin, je pense pas que je vais beaucoup lire, mais je vais un peu vous montrer, faire un peu de tracing, tapping en l'occurrence. Celui-là, c'est une BD, donc il y aura de quoi tracer et montrer de manière générale. Et celui-là, c'est un roman. C'est vraiment que du texte. Enfin, il y a des images. Là, l'idée, c'est plutôt de vous lire des passages. Parce qu'il y a quelqu'un qui m'a recommandé de faire de la lecture. Enfin, qu'ils aimaient bien, je crois, quand je lisais quelque chose. Du coup, c'est le plan. Et j'ai pris mon livre préféré, je pense, pour des passages à lire qui sont beaux, que j'aime bien. Et ce livre-là qui est plutôt une découverte récente. Je ne sais pas si je pourrais dire que c'est mon préféré parce que il m'a pas marqué comme l'autre, au long terme en tout cas, mais il m'a marqué au moment de la lecture. Et mais c'est surtout pour le visuel de celui-là. Du coup, je pense que je vais commencer par lui. Donc, il s'appelle Erstein Costis. De Margot Messonnier. La couverture elle est déjà assez fun. Je sais pas, je me suis souvent posé des questions sur cette couverture. Parce qu'il y a le titre là, mais là aussi c'est écrit Erstein Costis. E, le R, le S, T, le I, le E et le N. Et là, O, S, T, I, S. Et du coup, il y a écrit 2 fois le titre. Et ce que je me dis, c'est que ça, c'est peut-être un peu genre la signature du personnage. Parce que le titre, c'est le nom du personnage. Donc, ça pourrait faire sens qu'il y ait la signature du personnage et le titre du livre comme... Enfin, à deux échelles différentes. C'est pas genre 2 fois la même info. Ensuite, il y a une petite illustration qui nous laisse entrevoir l'intérieur du livre. Et il y a aussi une illustration plus simple au trait qui est remplie d'espace, quoi, principalement. Voilà. Là, il y a le titre du livre écrit de cette manière-là. Et là, encore une entrevue et le dessin au trait qui conclut bien le livre, même si on n'a pas encore lu. Donc on ouvre sur une double page illustrée directement. Et ensuite, donc c'est un chapitre. Et chaque chapitre a une illustration comme ça au début, assez jolie. Et le livre est assez énigmatique tout du long. Et là, on voit un personnage avec son chien. Et il rentre dans un ascenseur. On dirait qu'ils rentrent dans un ascenseur. Ou en tout cas, ils passent une porte. Voilà, on voit mieux son chien là. Et il arrive à la réception. Et on a notre premier dialogue.
Et il y a beaucoup de choses qui sont un petit peu étranges, ou je sais pas, c'est un peu rêveur qu'il arrive à la réception. Il dit bonjour, je m'appelle Erstein Postis. Il présente son chien. Et lui, c'est mon chien, Jory. Quel adorable molosse. De quelle marque s'agit-il? Et donc, elle demande de quelle marque, quoi. Donc, directement, on voit qu'il y a un peu que c'est un univers particulier. Enfin, que c'est. Ouais, je sais pas, ça met une ambiance directement qu'elle demande la marque. Et il dit qu'il l'a trouvé dans un carton. Qu'il aime pas qu'on parle de ça, parce qu'il est peut-être complexé par rapport au fait qu'il vienne d'un carton. Enfin, je sais pas, il y a. C'est à la fois, je trouve que c'est à la fois très humain et à la fois très. Le fait de demander quelle marque est le chien. Enfin, je sais pas, ça a une bonne ambiance. Et là, elle parle de son Rubik's Cube qu'elle essaie de trouver la solution. Vous voyez ce casse-tête? Je l'ai gagné au loto dans mon village il y a longtemps. J'aurais pu ne jamais m'en servir, le laisser dans mon garage, comme toutes ces choses que l'on remporte dans les 10 lotos ou dans les kermesses du dimanche. Et pourtant, chaque jour, je passe un moment avec lui, je cherche la solution, je persévère. Et ensuite, elle nous dit que c'est comme l'open space, qu'elle y mettait du cœur. Et quand elle dit ça, on arrive dans un flashback où elle travaillait dans un open space. Et on découvre que c'est une très mauvaise employée, parce qu'elle elle clique sur une pub sur des huîtres. Enfin, c'est un peu débile. Et ça fait cracher son ordi. Voilà. Et en fait, ce qu'il dit, c'est que il avait appelé pour avoir des clés et elle dit qu'elle prend son travail très au sérieux. Donc normalement, elle aurait dû répondre au téléphone, mais on comprend donc que c'est pas le cas, qu'elle prend pas son travail au sérieux. Ou alors elle pense, mais elle y arrive pas très bien. Ils arrivent dans leur salle, dans leur chambre d'hôtel. Et c'est assez rigolo. Donc il y a le bagagiste qui les emmène. Et il dit, voilà, nous y sommes. C'est une option comme une autre. Donc comment ça? Il demande. Il dit, il y a d'autres portes qui mènent à la chambre 27. En revanche, il n'y a qu'une seule clé. C'est un peu rêveur, quoi. C'est une option comme une autre, il dit. Et l'option, elle est assez folle. Parce que du coup, on voit qu'il y a plein d'ampoules rouges, comme des ampoules rouges. Et il nous dit que toutes les boules, elles tombent petit à petit. Et qu'on pourrait finir dans le noir complet. Et ça nous laisse là-dessus. C'est que des situations comme ça, un peu ouvertes, où on nous énonce une situation, puis on passe à la suite. Et tout ça est un petit peu mystérieux et calme. C'est assez calme à lire parce que on nous donne pas de réponse au problème et c'est juste les choses sont comme ça. Et voilà. Je trouvais ça assez cool à lire. Je vais pas tout vous lire ni tout vous montrer, mais je voulais surtout vous montrer les plus grandes pages. Il y a beaucoup de choses à voir. Et moi, ça me faisait penser à Dali un peu, le genre de dessin de Dali. C'est une femme avec un drap. Là, le soleil, on dirait qu'il avance, quoi. Il y a une direction. Enfin, ouais, c'est bizarre. Mais d'une manière rassurante, je trouve.
Donc voilà pour Erstein Costis. J'espère que ça peut vous inspirer à vouloir le lire. Il se lit vite et c'est pas forcément une bonne chose parce qu'on n'a pas envie de le finir. Enfin, moi j'ai eu envie de rester dans l'instant de ce livre pendant longtemps. Et c'est une sensation assez agréable. Donc, maintenant je vais vous parler de Toby Loveless. Donc lui c'est un livre très gros. Il est vraiment super. Là il y a les 2 parties dedans, mais vous pouvez aussi l'acheter avec la partie 1 et la partie 2 séparées. Voilà, ça c'est les 2 parties différentes. La partie 1 est un peu plus grande que la partie 2, mais en fait c'est la même chose en vrai. Le livre 2 il s'appelle Les yeux d'Elisha et le livre 1 Toby Loveless tout simplement. C'est un livre sur un petit garçon qui vit dans un arbre. En fait c'est pas genre c'est normal qu'il vive dans un arbre parce que c'est sur une population de gens dans un arbre. Et mais l'histoire elle tourne autour d'un petit garçon, Toby Loveless. Il est pas si petit, je crois qu'il a 12 ans. Peut-être qu'au début de l'histoire il a genre 10 ans. C'est un jeune ado quoi. Et il est en fuite. Il est en fuite pendant toute l'histoire. Il y a énormément de personnages et d'histoires, mais tout est relié et tout est très émouvant. On s'attache à tout le monde. Et c'est beaucoup. Je trouve que c'est sur le thème de un peu de l'éco, enfin beaucoup il y a de l'écologie, de l'écologie dedans, de la politique de l'écologie en valeur en couche quoi, en sous-couche. Mais ça tourne pas mal autour des relations, relations de famille, amicales, amoureuses, de fils à son père, de fille avec sa mère, et enfin d'ennemis, amis devenus des ennemis, enfin ouais, avec de la politique, enfin je sais pas, c'est souvent émouvant. Et j'ai écrit j'ai cette ardoise que je vais utiliser dans une autre vidéo. Je sais pas si je vais poster la vidéo de l'ardoise avant ou après celle-là, mais en tout cas si je la poste avant ça sera dans une vidéo, si je la poste après revoilà l'ardoise. J'ai noté les pages donc, que je voulais vous lire. Il y en a quelques-unes. Alors, page 82. Alors, donc là, c'est quand Toby il rencontre Elisha, qui est une petite fille qui vit en bas de l'arbre, parce que l'arbre il est composé un peu par niveau de richesse. Ceux qui sont dans les cimes, c'est les plus riches. Il y a du soleil, l'air est plutôt frais, par rapport aux basses branches qui sont tout en bas. Il fait humide, il y a très peu de soleil, tout est boueux parce que rien ne sèche jamais. Bref, et il rencontre Elisha dans les basses branches. Je vais pas vous dire pourquoi il y est, mais voilà. Donc elle lui dit: si tu veux dormir chez nous ce soir, ma mère a un énorme pilon de criquets qui lui ont donné les olmecs. Ouais, bon. Elle parle un peu comme un enfant. On va les griller à la sauce au miel. Donc du coup ils sont petits, donc un grillet c'est beaucoup. Un criquet, pardon. Oui, j'ai dit ça, je sais pas. Un criquet, c'est très gros pour eux. Cette phrase, qui pourrait sembler bien maladroite, adressée à un petit garçon dans la peine, était exactement ce qui pouvait faire du bien à Toby. Elisha le connaissait, son Toby. Elle le connaissait si bien qu'elle ajouta: je vais aider ma mère à préparer. Tu peux te baigner avant de venir. Elle lui posa la main sur les cheveux, ce qu'elle ne faisait jamais. Elle disparut dans les bois. Toby demeura tout seul. Devant lui s'étendait le lac de leur rencontre. Quelques instants plus tard, il faisait la planche, regardant la voûte des branches au-dessus de lui. Les feuilles étaient vertes, tendres, immenses.
Une seule aurait pu abriter de la pluie, sans personne. Toby sentait le clapotis des vagues contre ses jambes. L'eau lui paraissait un peu salée, pourtant il ne pleurait plus. Et oui, il y a beaucoup de choses qui sont dans la description, mais je trouve que c'est une description qui est à la fois très concrète et qu'on peut imaginer, quoi, mais aussi liée aux émotions. Enfin, là, il fait le rapport entre l'eau salée et le fait qu'il pleurait. Enfin, je sais pas, c'est un peu poétique, mais c'est aussi très accessible. C'est très facile à lire. Et les liens comme ça poétiques, ils sont faciles à saisir. C'est pas ce genre de poésie un peu farfelu. Page 90. Ah oui. Donc là, on parle d'un père et son fils. Nortz pensait à Niels, d'ailleurs. Il avait d'étranges regrets. Il se disait qu'il n'aurait pas dû se mettre dans cette colère au moment où Niels avait trouvé le message de Toby. Nortz n'arrivait pas à être gentil avec son fils. Il réalisait cela en marchant, et il détournait la tête pour que ses deux amis ne voient pas qu'il avait les yeux embués. Il pensait à sa femme, une fille plus légère que que sa hache, quand il la prenait sur son épaule. Il ne savait pas comment elle était tombée amoureuse de lui, un grand bûcheron rugueux qui s'exprimait mal. Par-dessus tout, il ne savait pas comment il avait survécu à sa mort. Pour la première fois, il se disait que Niels ressemblait à sa mère, avec son amour des mots. Nortz préférait le langage des gestes, un peu rude. Une claque dans le dos pour dire je t'aime bien, une autre dans la figure pour dire je ne suis pas d'accord. Pour la première fois, Nortz se rendit compte qu'il en voulait à son fils. Il lui reprochait secrètement d'avoir fait mourir sa mère en naissant. Pourquoi, cette nuit-là, en marchant vers la grande clairière, Nortz comprit-il enfin que son fils n'était pour rien dans ce drame? Comment lui vient-il la certitude que Niels était comme une partie d'elle qui survivait? Tout ce que l'on sait, c'est que l'immense Nortz Amen se mit tout à coup à aimer son fils, comme si un pont de soie fine avait été jeté entre eux par une araignée céleste. Ouais, la suite ne vaut pas la peine. Mais je me souviens qu'en lisant ça, j'avais été un peu émue. En fait, je sais pas, ça dit des choses de la vie qui sont peut-être pas toujours avouables. Genre ce truc où Nortz, il a du mal à aimer son fils parce que du coup, on comprend que c'est sa naissance qui a fait mourir sa mère. Et je sais pas, genre les choses sont dites comme elles sont. Et genre on lui en veut pas quoi à Nortz. Enfin, on peut le comprendre quoi. Bref. Page 111. Je sais pas si c'est vraiment parlant pour quelqu'un qui n'a pas lu le livre. Mais moi ça fait longtemps. Ça fait genre 4 ans que je l'avais lu. Du coup si ça peut toujours m'émeuvoir, je me dis que ça peut aussi vous émeuvoir, même si vous connaissez pas du tout les personnages. Je commence à avoir mal aux jambes d'être assise comme ça. Ok. Je sais pas si je vais trouver une position qui est mieux. Ok. Donc, page 111, fin. Ah oui, ça c'est une sorte d'anecdote. L'alcool de noix était très rare. On le tirait des quelques noix oubliées par les écureuils dans les trous de l'arbre. Sim avait bien sûr écrit un petit livre qui s'appelait D'où viennent les noix, un essai poétique sur une vie possible en dehors de l'arbre. Il imaginait qu'il y avait quelque part un autre arbre qui donnait des noix. Des collègues agacés avaient demandé à Sim de choisir entre la poésie et la science. Le professeur n'avait pas osé dire que son choix était fait. Sim, c'est le père de Toby. Et c'est un scientifique, mais il écrit il écrit quoi, ses recherches. Et ouais, il y a ce truc de poésie, enfin, il est très... c'est pas de la science... c'est de la science sensible, quoi, on va dire. Bref, c'est un super bonhomme.
Là, on va faire un gros saut jusqu'à 273. 273. Ok. Ah oui, alors, un petit peu triste. Donc là, c'est Toby qui cherche ses parents, euh, qui sont censés être enfermés dans une prison. Et finalement, c'est d'autres personnes que ses parents qui faisaient genre que c'était ses parents. Enfin bref, joli. Ils s'appelaient Sim et Maya Loneless, articula Toby. Mes parents, mon père est assez grand, il a un rire qui fait des étincelles. Ma tête entière tient entre ses mains. Une nuit, il m'a donné une étoile, elle s'appelait Altaïr. On les connaît, Toby, dit doucement Monsieur Olmec. Toby ne savait plus ce qu'il disait. Ma mère est plus petite, elle sent le pain de feuilles frotté au pollen. Ma mère chante seulement quand elle est seule, mais vous pouvez l'entendre quand vous dites je vais faire un tour, et que vous restez, l'oreille collée sur la porte. Elle chante. Des grosses larmes coulaient sur ses joues. Mes parents sont deux, on les reconnaît quand ils se regardent l'un l'autre, on les reconnaît parmi des milliers. C'est super. Quand il décrit, pardon pour mon mur qui grince, ça doit être pas agréable. Oui, c'est très mignon quand il décrit ses parents avec des choses précises. J'aime bien quand il dit que sa mère elle chante, mais que pour l'entendre il faut faire croire qu'on part, qu'il faut rester l'oreille collée sur la porte. C'est bien parce que il dit ça pour qu'on retrouve ses parents, mais du coup si sa mère on l'entend chanter que quand on fait cette action très précise, bah, ça va pas aider quoi. Mais c'est juste un enfant qui aime ses parents quoi. Et j'aime bien le fait que son père il lui ait donné une étoile, que ce soit Altaïr. Parce que moi aussi j'aime bien Altaïr. Je la connais. Je sais plus laquelle c'est. Mais je sais que c'est une des 3 étoiles du triangle d'été. Le triangle d'été il fait comme ça. Tac, tac, tac. Et il y a Altaïr, Vega et je sais plus. À chaque fois j'oublie la troisième. Et c'est pas toujours la même. La troisième ça alterne entre les trois. En tout cas il y en a toujours une des trois que j'oublie. Ok. 411. J'en suis à 22 minutes. 411. Voilà. Ah oui, mais super. Là, c'est Toby qui regarde Léo Blue, qui est son ami d'enfance, qui est devenu son ennemi. Et il est censé se marier avec Elisha, contre le gré d'Elisha. Toby, il est amoureux d'Elisha. Et bref, il fait cette description. Il n'avait pas le regard de quelqu'un qui peut voir Elisha le matin, qui la contemple quand elle boit son lait dans un bol et qu'elle a la pointe du nez couverte de crème, qui la voit tresser ses nattes avec une seule main, plus vite qu'une araignée fileuse. Il n'avait pas l'air de celui qui peut toucher la poudre de papillon que lui laisse sa robe verte sur les genoux, de celui qui peut entendre la voix un peu brisée d'Elisha, ses rires en grelots, le froufrou de ses pas et tout le reste. Le regard de Léo n'était pas le regard de quelqu'un qui a tout ça pour lui, chaque jour et pour toujours. S'il avait vraiment cette chance-là, il sauterait, il danserait, il volerait, il ferait fondre la glace, pensa Toby. Super. Toby, il est complètement amoureux d'Elisha. Et il sait que si quelqu'un avait la chance d'être avec elle, bah, il serait joyeux, quoi. Il serait fou de joie comme il le décrit. Et il décrit toutes ces choses qu'il aime sur elle. C'est vraiment une bonne manière de faire passer des émotions, quoi. Enfin, le livre est super. 472. Alors, c'est quoi ça? Oui, un peu politique. C'est très court. C'est occupons-nous, occupons-nous des autres, conclut Torfou. Si chacun rendait heureuses les 20 personnes qui l'entourent, l'arbre serait un petit paradis. Toby croyait entendre Niels Amen. Je prends soin de ceux qui m'entourent.
Oui, ce principe était beau, mais que faire de ceux que personne n'entoure? Voilà. 591. Alors là, ah oui, il y a souvent des trucs rigolos où le livre il reprend énormément d'expressions qui sont en fait qui sont des expressions qu'on utilise nous, mais que là il les réutilise autrement. Parce que les choses n'ont pas la même taille dans ce monde, ou que les choses sont liées à la nature. Du coup là c'est on croyait entendre une mouche voler. Je reprends. On croyait entendre une mouche voler. C'est une expression qu'utilisait un des amis d'Elrond, un tanneur de Bourdon. Dans ce genre de métier, on connaît bien la pétarde que font les mouches en volant. La pétarade que font les mouches en volant. Elrond essayait d'imaginer le genre d'ambiance qu'il y avait là-haut, les cadeaux, les applaudissements mous, et la grande banderole sur laquelle on devait avoir inscrit Bon anniversaire, Jobar K. Amstramgramovitch. C'était le nom complet de Mitch, celui qu'on utilisait dans les grandes occasions. Mais le gros tyran n'arrivait à prononcer que la première et la dernière syllabe. Il n'y avait pas la place pour 23 lettres dans la petite boîte creuse de son crâne. On ne l'avait donc jamais appelé que Joe Mitch. Ça c'est rigolo. On apprend à cette partie du livre, donc il reste que ça, que Joe Mitch, c'est un peu le grand méchant, il s'appelle Jobar K. Amstramgramovitch, mais que lui-même ne sait pas prononcer son nom. 94. C'est le dernier extrait que je vais lire. De toute façon, là, ça fait 30 minutes. Je pensais pas que ça serait si long. 594. À la fin. Ah oui. Alors ça, je l'ai cité. Mais c'est dingue, ça veut dire que j'avais tout appris par cœur. Je l'ai cité au bac de philo. Je sais pas pourquoi. Alors, tu connais la sortie? Demanda Mika qui tenait par le bras le grand Lièvre, on va dire. Oui, je la connais, répondit Toby. Quelques années plus tôt, Toby s'était enfui avec Mano à Sildor. Déjà en ce temps-là, il fuyait la barbarie de Joe Mitch. Il se dirigea donc vers l'endroit de la clôture qui lui avait porté la chance la première fois. Lièvre était souriant, il avait tout compris. Il n'avait aucun besoin de ses oreilles ou de ses yeux pour sentir le vent de la liberté. La liberté a une odeur, elle a un goût. La liberté, on la sent dans son corps. Je l'avais cité parce qu'on avait eu un sujet sur la liberté. Je sais pas du tout comment j'ai pu me souvenir, mais je me souviens que j'avais bien aimé cette phrase. Ok, j'ai mal au dos. Voilà, c'était mes petites lectures de livres. Toby Loonless, je vous le conseille 100 fois. C'est vraiment un super livre, très agréable à lire, très émouvant. Enfin, je pense que c'est un des livres où j'ai le plus pleuré, mais pas pleurer fort, genre juste la gorge serrée ou autre. Et pas pour des choses tristes. Enfin, pas que. En fait, je pense que j'ai plus pleuré pour des choses un peu genre mélancoliques, joyeuses mélancoliques, que tristes. Et il y a aussi Van Gogh, du même auteur. En fait, c'est l'auteur qu'il faut que vous... Non, ça c'est l'illustration. Timothée de Fombelle. Il faut que vous regardiez ce qu'il a fait. Parce qu'il a aussi fait Van Gogh. Et là, c'est pas un petit enfant dans les arbres, c'est un enfant normal. Pendant l'époque de l'arrivée au pouvoir d'Hitler. Et pareil, il est recherché par le monde entier. Et il y a encore plus de personnages. C'est plus politique. C'est un peu plus politique. Non, en fait, c'est politique, genre assumé. Parce que là, c'est à travers les valeurs du livre dans ce monde de l'arbre. Alors que l'autre, c'est assumé, quoi. Mais c'est vraiment bien. C'est vraiment super. Il est aussi gros et il est aussi émouvant. Peut-être plus. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Je vais finir cette vidéo qui fait maintenant 30 minutes.
et je vous remercie d'avoir regardé. J'espère que ça vous a plu. Bonne nuit.